L'exposition Miss France, je pense, ça a été dur pour moi à l'époque parce que j'étais un peu Alice au pays des merveilles qui débarquait à Paris. J'ai porté plus de crampons maintenant dans ma vie que de talons aiguilles, tu vois. Je me sens plus à l'aise aujourd'hui, je suis plus heureuse aujourd'hui. Il y a peu de personnes qui se lancent dans des expéditions pareilles. C'est vrai qu'en altitude, le corps est vraiment mis à rude épreuve. À cette expédition, j'étais celle qui avait le moins d'expérience. On est arrivé à un endroit et là, des traces fraîches d'ours, le palpitant énorme. J'ai eu tellement peur. Si j'avais écouté ces gens-là, déjà, je serais pas partie. Ceux qui, je pense, ont écouté ce podcast et qui vont te découvrir autrement qu'avec des talons, ils vont forcément se dire « Waouh !» Bienvenue sur Outception, les meilleures stratégies de motivation. Je suis Cécile, maître praticien en programmation neurolinguistique, spécialisée dans l'optimisation de la performance. Et au quotidien, je vous emmène à réaliser vos objectifs. Je reçois ici des personnalités inspirantes aux environnements complètement différents, avec un trait commun, la faculté de pouvoir accéder à leurs rêves les plus fous. Comment font-ils pour identifier leurs peurs, modifier leur schéma de pensée et passer à l'action? Retrouvez Outception sur votre plateforme favorite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Cécile. Merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast où on va parler de stratégie de motivation. Alors Laetitia, on te connaît, je pense, un peu. Tu es un personnage inspirant, relativement médiatisé depuis quelques années. En tout cas, tu l'as été pendant un certain temps. J'ai pas envie de te présenter parce que ton parcours est assez exceptionnel. Je pense qu'on va le découvrir à travers les questions que je vais t'inviter à répondre. Et la première que j'ai à te poser, c'est si tu pouvais t'imaginer toi, en tant que petite fille, petite Laetitia, quand tu avais 5, 6, 7 ans peut-être, dans une situation de ta vie où tu t'es sentie bien, heureuse. Cette petite fille, Laetitia, c'était quoi son rêve quand elle était grande? Alors Laetitia, la petite Laetitia, elle avait 2 rêves. Elle rêvait d'être hôtesse de l'air et elle rêvait d'être Miss France. Donc, je crois qu'on a un vrai indice, en tout cas, si on ne te connaissait pas. Ouais. Puisque du coup, est-ce que tu as réalisé tes rêves? J'ai réalisé mes 2 rêves, oui. C'était vraiment des rêves de petite fille. D'ailleurs, quand j'étais en primaire, je le disais haut et fort devant mon prof que je voulais vraiment être hôtesse de l'air et Miss France. Évidemment, il me riait un peu au nez. Il me disait « rêve toujours ma petite ». Mais voilà, finalement, j'ai réussi à réaliser mes 2 rêves. Alors, c'est un rêve qui s'est construit durant toute ton enfance. Comment ça s'est passé? Tu peux nous expliquer un peu comment une petite fille, elle rêve de devenir hôtesse de l'air et Miss France? Alors moi, ma tante, elle vivait en Bretagne et à l'époque, maman, elle m'envoyait en tant qu'enfant non accompagné avec l'avion, en fait. D'accord, ok. Et donc, du coup, un jour, l'hôtesse de l'air, elle est venue me chercher et je la regardais. Elle était, tu vois, elle était parfaite, elle était belle, elle avait les ongles parfaits et je la voyais, enfin, je l'imaginais voyager, tu vois, à travers la France, le monde, etc. Dans son avion. Et je suis rentrée à la maison et j'ai dit que je voulais être hôtesse de l'air. Donc, je crois que j'avais que 7 ans à cette époque. Donc, une toute petite Laetitia. Voilà, toute petite. Et bien plus tard, je rêvais un peu de strass et de paillettes. Et Miss France me faisait rêver. Et quand j'étais encore très innocente, j'osais le dire. Et après, en vieillissant, on ose un peu moins dire les choses parce qu'on a peur d'être jugé. Et on n'ose plus trop parler de ses rêves. Donc après, je l'avais plutôt gardé en moi. Mon copain de l'époque, il était au courant que c'était mon rêve. Donc il m'a poussée à le faire. Il t'a encouragée. Ce qui était très chouette, ouais, de sa part. Et la première année, je me suis présentée à Miss Alsace, je crois. Et puis j'ai fait Dauphine. Et le délégué régional disait c'est très chouette pour une première. Représente-toi l'année prochaine. Et voilà, l'année d'après, j'ai gagné. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Alors, pourquoi je t'ai invitée, Laetitia? Parce que effectivement, moi, je te connais, je te suis sur les réseaux depuis quelques années. Je t'ai vue certainement aussi devenir Miss France et être couronnée. C'est 2004, non? C'est ça? 2004, ça passe 20 ans. Mais quand je te suis sur les réseaux, je découvre aussi une femme avec un tempérament plutôt orienté basket que talon. Qui a réalisé des exploits, des performances assez hallucinantes. Et en fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est aussi comment tu fais. Enfin, c'était quoi le déclencheur de toutes ces courses? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, j'ai toujours aimé la nature et j'ai toujours eu le goût de l'effort, je pense. Depuis petite, papa, il m'emmenait randonner quand j'étais petite, mais c'était pas des petites randonnées, quoi. C'était des journées complètes. Et j'avais toujours plaisir à y aller et à partager ce moment avec lui. Et puis, j'ai commencé l'athlétisme petite aussi. Et, j'ai fini par arrêter avec le temps. Mais j'ai toujours eu ce goût de l'effort. Et bien après Miss France, déjà avant Miss France, je m'étais un peu entraînée parce que, mon ami de l'époque m'avait dit « T'as toutes tes chances d'être Miss France, mais peut-être qu'il faudrait que je perde un peu de poids. » Bon, ok. D'accord. Donc, je m'étais remise à courir pour ça.
Bon, c'est redevenu une petite addiction par la suite, évidemment, mais je courais pas dans le but, voilà, d'un marathon ou quoi. C'était juste, voilà, pour avoir la taille. Donc, ton objectif sport, c'était plutôt la santé, l'hygiène de vie, plutôt que le vrai désir de... Tout au début, ouais. Enfin, c'était pour me préparer à Miss France, en fait. D'accord. Et bon, après, pendant mon année Miss France, j'ai continué un petit peu de courir, voilà, mais comme ça, au Bois de Boulogne. Enfin, c'est des petits footings, évidemment. Et puis, un jour, j'ai participé à un raid Amazon. J'ai été invitée à un raid Amazon et avec 2 autres Miss France. C'était Corinne et Rachel. Et voilà. Et là, j'ai vécu un raid. Enfin, c'était, je crois, en Guyane. Donc, enfin, c'était vraiment un peu l'aventure, quoi, pour nous. Et c'est là que j'ai un peu eu le déclic. J'avais aussi fait le rallye des gazelles avec une amie, Maud Garnier. On l'a fait 4 fois ensemble. Ah oui. Alors, on s'imagine que le rallye des gazelles, c'est voilà, une promenade de santé, mais pas du tout. Et voilà, toutes ces choses-là m'ont donné le goût à l'aventure. Et petit à petit, j'ai participé à des courses féminines, etc. Et puis ensuite, j'ai quitté Paris. Ouais. Et voilà, c'est là que j'ai vraiment commencé le trail en rentrant en Alsace, quoi. Et là, j'allais vraiment courir. Alors, c'est là où je vais t'emmener un petit peu. Alors, je reviendrai peut-être après sur ton parcours pro pour qu'on puisse établir un lien, puisque finalement, une stratégie de motivation, comme j'ai voulu nommer ce podcast, si ça marche dans une activité, en fait, c'est de savoir comment tu fais à un moment donné pour passer à l'action, établir un plan, peut-être visualiser. Tout ce que tu sais faire dans un sens, finalement, tu l'as mis en place quand tu étais petite, inconsciemment ou consciemment, pour arriver à être hôtesse de l'air et derrière être Miss France. Et de la même façon, puisque là, on parle un petit peu de tes trails, etc., mais on parle aussi quand même de la Concagua, oui, de l'Himalaya, oui, non? Oui. C'est ce sont des performances assez extraordinaires. En tout cas, il y a peu de personnes qui se lancent dans des expéditions pareilles. Et surtout, dernièrement, puisque j'ai suivi tes aventures avec grand intérêt. Alors, je vais pas arriver à le prononcer correctement parce que c'est compliqué. Tu es partie combien de jours? 30 jours? 33 jours. 33 jours dans le Svalbard. Ouais, on a fait la traversée du Svalbard du sud au nord. Voilà, ça a été très peu fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi cette destination-là. Mais avant, voilà, c'est tout un chemin aussi. J'y suis allée étape par étape. La montagne, je l'ai commencé par l'ascension du Kilimandjaro, qui est juste une randonnée en haute altitude, mais une randonnée. Puis, je me suis dit, je vais faire la Concagua, donc presque 7000 mètres, plus haut sommet d'Amérique du Sud, où là, j'ai vraiment un peu découvert ce que c'était un peu qu'une expédition, quoi. C'était moins le Club Med que le Kilimandjaro. Là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Ça a été très difficile parce que déjà, j'avais pas le sac de couchage adapté, donc il a fallu que je passe au-dessus parce que je dormais plus les nuits. Je grelottais toutes les nuits, donc je récupérais pas. C'est assez difficile. Mais j'ai quand même réussi à atteindre le sommet. Mais ça a été, enfin, j'ai vraiment dû puiser au fond de moi-même pour y arriver. Hein. C'est vrai qu'en altitude, le corps est vraiment mis à rude épreuve. On dit toujours qu'il y a moins d'oxygène, c'est pas qu'il y a moins d'oxygène, mais il y a moins de pression dans l'air et du coup, le corps assimile moins d'oxygène, mais c'est violent. C'est-à-dire que rien que de sortir de sa tente à 5000 mètres et aller faire une petite pause pipi quelque part, c'est dur. Donc, ouais, imagine. Et alors, si tu la compares à ton expérience finalement, ta dernière là, parce que là, c'est 30 jours, moi, je t'ai suivi. Alors, à distance, maintenant on voit beaucoup de vidéos puisque c'est vrai que tu n'avais pas de connexion ou très peu. En tout cas, on avait le lien avec ton partenaire qui nous donnait des nouvelles. Donc ça, c'était vraiment chouette. Mais là, on parle quand même de 30 jours en autosuffisance. Non, enfin oui, c'est en autosuffisance, mais on avait un guide. Ok. Tu vois. D'accord, ok. Ça aide énormément le fait d'avoir un guide parce que j'avais entièrement confiance en lui. C'est quelqu'un qui avait énormément d'expérience. À la Concagua, pareil, on avait un guide. Quand je suis partie au Népal, tenter un 7000 mètres, pareil, on avait un guide. Maintenant, j'avais vraiment choisi cette expédition parce que, à la base, je rêvais de faire l'Everest. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à la montagne. Mais c'est vrai que ces dernières années, voilà, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de monde, ça coûte très cher, il y a beaucoup de pollution, etc. J'étais à la recherche de quelque chose de plus pur et c'est comme ça que j'en suis venue au Svalbard. Et en même temps aussi, parce que du coup, j'ai fait pour et contre Everest ou Svalbard et il y avait beaucoup plus de pour le Svalbard parce qu'au final, voilà, ça a été très peu fait. On laisse aucune bouteille d'oxygène sur place, c'est beaucoup plus pur, on n'utilise pas d'oxygène. Et j'allais apprendre à être plus autonome parce que quand on part en haute montagne, on a nos guides, enfin nos Sherpas qu'on appelle par exemple au Népal, qui s'occupent de tout, qui gèrent tout en fait. T'as juste à suivre. Donc là, j'ai appris à
Être plus autonome, tu vois, à faire fondre ma glace moi-même, à m'occuper du réchaud, à planter ma tente, à planter une tente quand il y a la tempête, à me gérer moi-même quand t'as moins 30 avec du vent, de pas retirer bêtement tes gants pour pas perdre tes doigts, enfin, etc. Tu vois, j'ai appris beaucoup, énormément appris, sur moi aussi, sur... Alors, pour faire une comparaison qui a peut-être absolument pas lieu d'être, mais tant pis, j'y vais, je la tente quand même. Finalement, c'est quoi le plus dur ? Oui. Le plus dur, c'est quoi ? C'est l'exposition d'une Miss France avec tout ce que ça peut impliquer en termes de, je sais pas, de regard des autres, de l'entourage, de découverte, de sortie de zone de confort, puisque tu viens d'Alsace, je ne me trompe pas, d'une famille de viticulteurs, c'est ça ? Tu veux être hôtesse de l'air, tu deviens hôtesse de l'air, tu deviens Miss France. Finalement, tu te retrouves dans un monde que tu ne connais pas. Pas du tout. Et en même temps, tu fais des expéditions incroyables où tu sors aussi de ta zone de confort. En fait, ma question, si j'essaie d'être claire, c'est ce serait quoi le lien entre les deux ? Comment tu fais ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi le plus difficile ? C'est en termes d'exposition, finalement, cette sortie de zone de confort, parce qu'elle existe dans les deux cas. Je pense que je suis plus à l'aise aujourd'hui, dans mes choix de vie et à partir, par exemple, au Svalbard et à pas me laver pendant 33 jours et tu vois, à manger des lyophilisés et avoir peur qu'un ours vienne me manger, que l'exposition Miss France. L'exposition Miss France, je pense, ça a été dur pour moi à l'époque parce que j'étais un peu Alice au pays des merveilles qui débarquait à Paris. Tu vois, j'étais hyper naïve, mais vraiment, faut imaginer vraiment la fille très naïve, tu vois. Alors évidemment, pendant l'année de Miss France, j'étais hyper soutenue. C'est l'époque encore de Geneviève, il y avait Xavier qui était là, etc. Mais une fois que l'année se termine, c'est un peu plus difficile. Après, c'est aussi à toi, on est adultes, c'est aussi à nous de nous gérer, quoi. Et là, ça a été beaucoup plus difficile pour moi. Et je pense que je trouvais plus trop ma place dans ce monde. Et il m'a fallu beaucoup de temps aussi pour retrouver ma place. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai repris les vols assez rapidement d'hôtesse de l'air, parce qu'il a fallu que je retrouve un cadre dans ma vie, des horaires, des collègues, un salaire, une sécurité en fait. Parce que moi j'ai grandi dans un environnement où pour notre famille, il fallait avoir un travail, etc. Tu vois, donc j'ai retrouvé ma stabilité comme ça. Mais Miss France, ça m'a apporté tellement de choses dans ma vie, mais vraiment extraordinaire, tu vois. Je dis toujours, j'ai porté plus de crampons maintenant dans ma vie que de talons aiguilles, tu vois. Je me sens plus à l'aise aujourd'hui. Je suis plus heureuse aujourd'hui qu'à l'époque. T'es plus alignée. Beaucoup plus, voilà. Je fais des choses qui ont du sens pour moi. Avant, quand il fallait que j'aille sur un plateau télé, j'avais toujours la boule au ventre, tu vois. C'était compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais continué, que j'ai jamais fait de télé, etc. Parce que... C'est pas ce qui te convient. C'est pas ce qui te fait marcher. Je suis pas faite pour ça, à moins que d'avoir une émission vraiment qui me représente, tu vois, de l'aventure, etc. Mais voilà, parler cosmétique puis après, j'ai pas un grand débit de parole non plus. Tu vois, au bout d'un moment, quand j'ai pas envie de parler, je parle pas, quoi. Tu vois. Donc, tu vois, là, c'est intéressant, on échange, c'est intéressant. Tu vois, j'ai des choses à dire, mais voilà. Je comprends. Moi, ce que j'aimerais bien, si c'est OK pour toi, tu sais, on en a un petit peu discuté en amont, puisque finalement, on a fait connaissance à travers les écrans et on se parle depuis quelques jours, semaines maintenant en préparant cette intervention-là. Dans mon quotidien, je reçois beaucoup de gens, des gens qui vont très bien et qui ont besoin de performer, et il y a des gens aussi qui vont nettement moins bien et qui ont envie de sortir de quelque chose qui leur appartient plus pour aller vers un autre idéal. Et souvent, je rencontre beaucoup de personnes qui sont vraiment limitées, enfin en tout cas qui se limitent à des peurs que souvent ils n'arrivent pas à identifier. Et tu vois, c'est pour ça que je t'ai invitée aussi et que je trouve ton parcours hyper intéressant. C'est parce qu'au final, alors tu l'as pas dit, tu l'as suggéré. Tu dis que la période Miss France, finalement, tu préfères aujourd'hui être avec tes crampons qu'avec tes talons. Et derrière, t'as rebondi. C'est-à-dire qu'en fait, ta mise en action, enfin si je devais essayer d'analyser ta stratégie, ce serait de se dire, OK, est-ce que le mouvement finalement, est-ce que l'occupation directe, c'est une solution pour toi à continuer à te donner du sens? Oui, je me suis remise en activité parce qu'après Miss France, je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Tu vois, j'avais pas prévu l'après. Et à un moment, je me suis posée, je me dis, bon, qu'est-ce que je sais faire? Ça, en fait, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Alors, est-ce que c'est la facilité?
parce que j'ai repris les vols, donc j'ai travaillé dans l'aviation d'affaires. J'ai fait des petites pauses de 2-3 ans pendant les années où j'ai repris les vols en me disant, tiens, j'avais une proposition pour faire présenter une émission sur le vin, donc je me suis dit, je vais tenter, je vais y aller. Puis finalement, je suis retournée vers les vols, mais parce qu'en fait, ça me rassurait, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois. Mais c'était aussi une peur, je choisissais toujours la facilité. Ouais. À ce moment-là, j'arrivais pas à sortir de cette zone de confort. Alors j'ai des amis qui me disaient, Laetitia, c'est quand même chouette d'avoir une zone de confort avec un métier qui te plaît et tu vois, et une vie qui me correspondait, parce que je travaillais 15 jours, j'avais 13 jours à la maison. Pendant les 13 jours, j'avais du temps pour faire des tas de choses différentes. Mais quand même, j'avais toujours cette envie d'explorer d'autres choses, mais j'y revenais. Et il a fallu que je vive un burn-out, il a fallu que 2 ulcères pour comprendre que... Enfin, mon copain m'a dit, Laetitia, je veux plus te voir dans cet état-là. À un moment, il va falloir que tu t'arrêtes, quoi. Je serai là pour te soutenir et voilà, stop. Et c'est là que j'ai arrêté les vols. Alors, c'était pas vraiment à cause de la boîte pour laquelle je travaillais, c'était la chef hôtesse, c'était plus possible, le courant passait plus, donc j'ai plutôt fait un burn-out émotionnel, je sais pas si ça existe. Professionnel, si, de toute façon. Ouais, enfin, voilà. Et alors que la femme qui m'avait recrutée était extraordinaire. Mais voilà, et puis bon, il m'a fallu du temps. Quand j'ai décidé qu'on a négocié la rupture conventionnelle, c'était hyper difficile parce que je savais pas ce que j'allais faire, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Ouais. Vraiment, j'étais hyper stressée. Et du coup, petit à petit, voilà, j'ai participé à un atelier Wim Hof et c'est comme ça que j'ai eu une révélation. Et c'est Léandre, l'instructeur, qui m'a dit « Mais faut que tu le fasses, allez, lance-toi, vas-y !» Et moi, quand j'ai vu tout ce qu'il fallait apprendre, me remettre à apprendre, mais mon cerveau, il était complètement à l'arrêt. Enfin, et en plus, apprendre en anglais, c'était hyper difficile. Alors, je parlais anglais, mais bon, quand même, toute la science en anglais, le système nerveux, le système endocrinien, etc. Déjà, j'y comprenais rien en français. Alors, le traduire en anglais, c'était hyper compliqué. Alors, comment ça se passe dans ta tête quand c'est comme ça ? Je t'explique. On en a un peu parlé juste avant. Ouais. Tu vois, donc, t'es dans ton projet Wim Hof. Donc, ça tombe bien, je voulais qu'on y aille à un moment donné, donc on y est. Mais ça pourrait être ton projet Wim Hof ou ta préparation Svalbard. Complètement. Par exemple, c'est Svalbard, la même. Svalbard. Je me suis concentrée. Comment ça se manifeste dans ton esprit ? C'est-à-dire que là, ok, tu vois, c'est Léandre son prénom. Ouais. Tu participes à un atelier, un stage, tu trouves ça chouette. Là, alors, il se passe un truc en toi où tu dis, en fait, c'est peut-être ça qui m'intéresse. Déjà, je vois ce qui se passe dans mon corps, je vois ce qui se passe autour de moi, je vois que vraiment le froid me fait du bien, cette respiration me fait du bien. Donc, avant de me lancer, j'ai continué d'explorer toute seule. Donc, c'est vraiment l'expérimentation physique, en fait, qui a été ton déclencheur à ce moment-là. Oui. Et là, tu dis, OK, donc en fait, oui, c'est ça que je veux faire. Et là, j'ai une grosse formation qui m'attend avec tout un tas de difficultés. Plein. Alors, comment ça se passe dans ta tête quand c'est comme ça ? Alors, faut savoir aussi qu'avant de faire cette formation avec Léandre, j'avais repostulé dans une boîte américaine pour faire hôtesse de l'air. C'est du privé, mais un peu comme du commercial, c'est-à-dire des plannings vraiment prévus d'avance. Donc, elle pouvait pas m'appeler quand j'étais en congé, donc ça me rassurait. J'étais persuadée d'être prise, mais persuadée, c'est-à-dire que j'ai préparé toutes mes affaires. J'ai dit bon, je vais être basée Genève. Ça, c'était il y a 1 an, un an et demi, quoi. C'est vraiment assez récent, tu vois. J'arrive chez Mike avec toutes mes affaires, je déménage chez toi, il était content parce que du coup on allait s'installer ensemble, j'allais être basée Genève et tout, puis là le coup de fil, en fait je suis pas prise. Et en fait du coup sur le moment je me dis pourquoi ils me choisissent pas, tu vois, pour moi c'était sûr quoi, pour moi j'avais tout réussi, mais au final c'est que c'était plus du tout pour moi, soit elle l'a senti à l'interview, ou soit l'univers a décidé pour moi, et tant mieux, merci, mais je suis tellement heureuse parce que je serais encore dans les avions aujourd'hui. Finalement, ça n'aurait pas bougé. Ça n'aurait pas bougé. Parfois, il y a des personnes, quand il y a ils ont l'impression qu'il va y avoir une grosse difficulté à se mettre à l'action parce que la charge de travail, elle est trop forte, parce que c'est un milieu qu'on connaît pas, parce que ça va demander des ressources que j'ai pas forcément l'habitude d'aller chercher. En fait, ça les met dans un état soit de tétanie, donc non, j'y vais pas. Non, ça me fait peur, je recule. Ou de panique. Et toi, donc, ok, tu le reçois comme ça. Donc, en fait, ce que je te demande, c'est comment tu l'as anticipé, du coup. Mais c'est un peu comme à Svalbard. Oui. C'est-à-dire que c'est 30 jours.
j'imagine qu'il y avait un plan bien établi, avec un circuit bien établi, non? Oui, enfin, c'est le guide qui choisissait, mais là, je m'étais préparée, vraiment déjà, je me préparais des mois avant à tirer mes pneus, tu vois, en Alsace, on me regardait un peu bizarre, qu'est-ce qu'elle fait cette fille à tirer ses 2 pneus en forêt? Donc voilà, je me suis préparée comme ça, j'ai fait aussi un stage avec un guide dans le Jura à ski, parce que moi je dis je veux faire le Svalbard, mais au final j'étais très mauvaise en ski nordique, tu vois, c'est-à-dire que je descends pas une piste de ski, je fais du snowboard à la base, donc tu vois, je me suis dit tu vois, c'était pas donc tu as vérifié tes capacités, quoi. Ouais, en tout cas tu les as mises à niveau. Voilà, je les ai mises à niveau. Je savais pas si je partais à cette expédition, j'étais celle qui avait le moins d'expérience, c'est-à-dire que j'ai fait une visio avec le guide, il m'a dit ok, je te fais confiance, tu as déjà fait de la haute montagne, donc tu sais ce que c'est que dormir dans une tente quand il fait -30 et tout ça, donc je te fais confiance, entraîne-toi. Et donc j'étais celle qui avait le moins d'expérience, et au final, sur place, c'était incroyable, mais enfin, j'en ai pleuré sur place, mais ils m'ont tous félicité en me disant que j'étais un exemple et que j'avais une capacité d'adaptation assez incroyable. Il y a Ali qui me disait en anglais, je te regardais, et puis tu regardais comment les autres faisaient, et puis en fait tu reproduisais la même chose, et c'est comme ça que tu apprenais, tu demandais pas, et du coup ça m'avait fait hyper plaisir, parce que j'avais vraiment peur d'être le boulet de l'équipe, déjà de pas suivre, mais à leur niveau sportivement ça allait très bien, il y avait aucun souci. Là-bas c'est plus, je dirais, 70% de mental et 30% de physique, tu vois. Donc, c'est juste qu'il faut accepter l'inconfort, apprendre à trouver le confort dans l'inconfort, et ce que j'ai trouvé assez rapidement, au final. Et tu te souviens d'un moment qui a été vraiment difficile, quoi? Où vraiment l'inconfort était vraiment inconfortable? Et où tu t'es dit, waouh, ça va être compliqué. On avait du vent, et puis on place toujours les tentes en fonction du vent. Le vent a tourné pendant la nuit, les petites bouches d'aération étaient ouvertes dans la tente, et toute la neige est rentrée, mais nous on dormait. Et moi je dormais avec le sac de couchage sur la tête, parce que sinon en fait j'avais le nez gelé, et avec le bœuf que je mettais jusque-là avec la condensation, j'avais du gel sur le visage et tout ça, c'était hyper désagréable. Donc moi je dormais entièrement dans le sac de couchage, et à un moment je sors, et là, je vois, on est couverte de neige, quoi. Il y avait de la neige partout dans la tente. Et là, un moment, je fais « Oh non !» Et on se regarde toutes les deux. Enfin, oh non, mais bon, t'y vas, quoi. Tu vas pelleter. Donc là, il y a pas la place au mental, là. En fait, là, c'est réaction. Voilà, c'est action-réaction. C'est action-réaction. Mais pas une fois, je me suis dit « Qu'est-ce que je fous là ?» En fait, c'est une expédition qui s'est tellement bien passée. Mais pourquoi ? Parce que l'entente était incroyable. On était un groupe incroyable. Tout le monde faisait des efforts. Tout le monde essayait d'élever le niveau d'énergie. Tu vois, il y avait pas de grognons, tout ça. Donc, ça change énormément l'ambiance. Ça, c'est important. Hein. Mais après, c'est sûr que j'avais peur. Avant de partir, j'avais plusieurs peurs. Déjà, notamment les ours. Il y en a plein qui me mettaient dans ma tête, tu vas te faire bouffer par un ours. On m'envoyait des photos d'ours, on m'envoyait des vidéos d'ours. Donc moi, j'en faisais des cauchemars. Donc si j'avais écouté les gens, je serais jamais partie. Il y avait un pote de mon père, il me dit ne pars pas, il stressait, tu vas te faire bouffer par un ours, il y a eu plein d'accidents, etc. Donc si j'avais écouté ces gens-là, déjà, je serais pas partie. Donc j'ai essayé de vaincre cette peur-là en me disant, si ça arrive, ça arrive. C'est intéressant comme stratégie. Non, pas du tout. Je savais que le guide m'a rassurée en me disant qu'on a un système déjà qu'on met autour des tentes la nuit qui s'appelle un tripwire, qui vraiment nous protège des ours, enfin déclenche une alarme si jamais il y a un ours qui passe. J'avais vu passer quelque chose, du coup je te coupe, mais je crois que je sais plus ce que tu disais sur un de tes posts, ou une story, je sais plus, où tu disais que tu te dépêchais d'aller ou devant, ou, enfin je sais pas, ou que tu détestais être à l'arrière de la file. Ouais. Et donc tu gérais et vous tourniez, c'est ça? Donc en fait les jours où tu étais derrière, t'étais pas. En fait, j'avais négocié avec Jérôme Brisbourg, un autre Français qui était là. Il savait que j'avais peur. Il avait peur aussi, mais il avait beaucoup plus d'expérience que moi. Il avait fait plusieurs expés, donc il restait souvent derrière. À un moment, il y a Ali qui lui dit en anglais, mais Jérôme, pourquoi tu es toujours derrière? Puis il a pas dit, c'est pour rassurer Laetitia, tu vois. Mais une fois, on est arrivé à un endroit et là, des traces fraîches d'ours, et le guide, il dit en anglais, là, tout d'un coup, il était rigolo, puis là, tout d'un coup, il était hyper sérieux. Bon, là, il y a des traces d'ours fraîches, il y a le bizarre. On avait une descente comme ça avec les poulkas et tout ça. Il a dit, vous restez collés les uns aux autres, on se suit, il y en a pas un qui reste derrière. Et là, j'attaque la descente et ma poulka, elle me fait valser, tu vois. Et là, je me retrouve derrière. Et là, le cardio, mais alors, le palpitant énorme, j'ai eu tellement peur. Et là, Jérôme qui passe à côté, je me suis dit, Jérôme, reste derrière moi, je vais me faire bouffer par un ours. Parce qu'en fait, on a vu les traces, mais il n'était pas là. Mais j'avais la vision de l'ours qui me chopait par l'arrière. Enfin, voilà. Donc, j'avais cette peur de l'ours, mais aussi la peur de pas m'adapter à toutes les corvées qu'on avait quotidiennement, parce qu'il faut faire fondre la glace, il faut monter la tente, démonter la tente.
l'hygiène, voilà, c'est un mois sans te laver, la tête qui gratte, etc. Mais j'avais vraiment peur de pas m'adapter à tu vois, monter, démonter la tente tous les jours, 2 heures le matin, 2 heures le soir, etc. Et au final, en une journée, c'était réglé, ouais. J'ai vraiment appris à aimer ce que j'aimais pas. Enfin, c'est très étrange, mais je pense que quand tu apprends à aimer ce que t'aimes pas, au final, tout va bien. Est-ce qu'il y a une notion de perte de temps à un moment donné ? Complètement. Alors, tu perds complètement la notion du temps. Alors, pas au début. Parce qu'au début, ça c'est Jérôme qui me l'a démontré. En fait, au début, il me l'a dit d'ailleurs, t'es dans la résistance là. Et moi, non, je suis pas dans la résistance. Si, en fait, au début, j'étais dans la résistance, je comptais les jours. Et je m'imaginais, qu'est-ce que je vais faire au retour ? Donc j'étais sur mes skis, t'imagines 8 heures, 9 heures, 10 heures de ski par jour, j'étais sur mes skis, toujours un peu le même paysage, mais c'est très beau. Donc j'imaginais prendre mes rendez-vous, retrouver mon chéri, etc. Donc là, à ce moment-là, j'étais dans la résistance, il avait pas tort. Et à partir du moment où j'ai tout lâché, on n'a plus vu le temps passer, quoi. C'était un pas après l'autre, un jour après l'autre. Et voilà, on a complètement perdu la notion du temps. D'ailleurs, quand on a fini, on se disait avec Ingeborg, la Norvégienne, on n'a pas vu le mois d'avril, quoi. C'est dingue. C'est génial. Ouais, c'est génial de vivre ça. Et loin des réseaux sociaux, tu vois. À un moment, j'ai eu la 4G. Tu vois, parce que moi, je mettais le Bluetooth, donc j'enlevais le mode avion pour actionner le Bluetooth. J'étais pas obligée de le faire, je sais pas pourquoi. Puis à un moment, je vois 4G. Je crie dans la tente à côté, Jérôme, on a la 4G. Ah bon? Et alors, j'envoie 1 ou 2 WhatsApp à mon copain, machin. Et puis après, je me dis, bon, est-ce que je vais vite sur Insta? Et là, je vais sur Insta. Ah. Et mon énergie direct down. Et là, Ingy, elle me regarde, mais tu vois, en anglais, elle me dit, ça va, Laetitia? Et j'ai dit, écoute, faut que je coupe parce que là, ça me met mal, tu vois. J'étais pas bien, tu vois, c'était incroyable. En 1 heure, ça m'avait... Et après, plus jamais j'ai essayé d'enlever le mode avion. En fait, ça fait un bien fou de déconnecter. Mais c'est sûr, c'est certain. Et alors, est-ce que tu dirais que ce que tu es capable là de faire à la Svalbard, donc, tu vois, t'avais très très peur de l'ours, t'as lutté contre tes propres démons sur ces fameuses routines qui t'inspiraient pas vraiment, où tu comptais les jours au début pour finalement l'apprécier complètement. Est-ce que c'est quelque chose que t'arrives à faire dans d'autres circonstances, dans d'autres domaines de ta vie? Je pense que quand je décide de faire quelque chose, j'essaye vraiment d'aller au bout des choses et souvent on me disait mais comment tu fais pour t'infliger telle ou telle chose, tu vois? Donc je pense que je suis capable de le faire quand je décide de le faire, mais il faut que ça ait du sens pour moi, tu vois? Mais là, t'as dit un mot qui était hyper fort, t'as dit infliger. Ouais. Mais parce que pour certaines personnes, ce que je fais, c'est s'infliger quelque chose. Voilà. Alors parce moi, que j'ai toi, plaisir à le faire, tu vois. Mais c'est pour ça, je relève ce mot-là parce qu'en fait, c'est hyper important. Des fois, on peut s'envoyer de faux messages à notre inconscient et le fait de se dire je vais m'infliger, je dois faire ça, il faut que. En fait, c'est comme si on avait un espèce de boulet derrière ou de sac méga lourd à porter qui nous empêchait d'aller exécuter. Alors que si on se dit non, je vais faire comme si je vais faire ça, j'y vais en fait. Il y a tous les freins qui inconsciemment se lèvent et en fait notre inconscient il se met dans un état où ok, puisque t'as dit que on allait faire ça, let's go, allons-y sans frein. Et donc c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement au début, donc je repense au Svalbard parce que là c'est ce que tu viens de dire, mais au début tu t'es dit oh là là comment je vais faire monter, démonter l'appel, le machin, comme une corvée pour finalement en fait l'accepter. Complètement. Et une fois que tu l'acceptes, finalement, dans ton corps, ça te fait quelque chose de différent, qui fait qu'au final, ça devient plus du tout un frein, mais quelque chose de complètement naturel. Au final, c'était trop génial. On arrivait au camp et puis on faisait la course de celui qui montait la tente le plus vite et on s'amusait, tu vois. Et après, un jour, elle faisait fondre la glace, le lendemain, c'était moi, mais c'était plus des corvées, c'était plus... en fait, t'es contente en fait de faire fondre ta glace et d'avoir de l'eau chaude. Voilà, tu vois. Nous, on allume le robinet, on a de l'eau chaude, on s'en rend même plus compte. Parce que tu projettes le bénéfice, en fait. Complètement. C'est le confort. T'ouvres ta tente, tu montes ta tente, tu sais que tu vas te mettre un peu plus au chaud, t'as ton sac de couchage, t'as l'eau chaude, t'as le repas qui arrive, tu vois, t'es à l'abri du vent, etc. C'est plus le confort. Mais aussi parce que j'y allais aussi avec un esprit positif, un bon état d'esprit. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens qui viennent à mes ateliers aussi, c'est l'état d'esprit. Parce qu'on a beau avoir plein de projets dans la vie, si on n'a pas un bon état d'esprit, ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, j'ai un exemple. Quand je suis partie faire le GR20, j'y ai repensé là, parce que j'ai vu une story qui m'a fait trop rire. Moi, je suis partie avec une copine faire le GR20 il y a 2 ans, en 6 jours. Voilà, donc ça va vite, hein. Elle adore les défis de fou. J'ai toujours fait des treks avec elle qui, normalement, se faisaient en 10 jours, on les faisait en 4 ou 15 jours, 5 jours. Enfin, chaque fois que je rentrais avec 5 boutons de fièvre complètement explosés et tout ça. Là, on se disait GR20. Sauf que cette année-là, je faisais trop de choses. Donc, tu vois, j'appréciais plus ce projet qui arrivait de GR20. C'était encore
Trop, tu vois. J'en faisais trop à l'époque. Et du coup, je suis partie avec un état d'esprit hyper négatif. Et je lui ai dit, ouais, en plus, il y a des restrictions d'eau, mince, mes chevilles. Enfin, je suis partie hyper négative. Deuxième jour en torse, j'ai dû abandonner, tu vois. Mais c'est parce que j'avais pas le bon état d'esprit. Alors que si j'étais partie avec le sourire, comme elle, ultra positive, ça se serait bien passé. Complètement. C'est certain. De toute façon, tu prêches une convaincue. La préparation mentale, ne serait-ce que le mindset, comme on dit, de se préparer inconsciemment, et de se dire, ok, mais là, en fait, ça va être super ou ça va être génial. Alors, je sais pas qui regardera ce podcast ou qui l'écoutera, mais je ne suis pas partisane des affirmations positives. D'accord. Alors, je trouve ça super. Il vaut mieux se dire oui, je suis capable, oui, je suis forte, oui, je suis tout ce que tu veux, plutôt que de se dire l'inverse. Par contre, si intrinsèquement, t'as pas modifié ton état de pensée avant de le dire, en fait, ça sert à rien. Tu peux te répéter devant le miroir que t'es beau, que t'es fort, que t'es capable. Si au fond de toi, t'es pas convaincu d'avoir déjà expérimenté le fait que oui, je suis capable de faire ci, oui, je vais arriver. Là, ça prend un sens totalement différent. Donc, tu vois, là, tu parles de cette activité-là où t'es allé au GR20 et finalement, tu t'es dit, oh là là, ça va être une tannée, ça va être compliqué. Bah ouais, clairement, tu lui as annoncé. Voilà. Ça va être compliqué. Hop, ton corps se met à l'arrêt. Alors, on va revenir un petit peu sur le Wim Hof, du coup, puisque c'est... en tout cas... Ah, pardon. Non, mais par rapport à ce que tu disais, tu vois... Tu vois, j'allais au Svalbard aussi sans trop de soucis ou même à la Concagua parce que j'avais déjà vécu une expérience avant et donc je savais que j'étais capable. Tu vois, pour ma formation Wim Hof, par exemple, j'étais ultra stressée parce que c'était en anglais, qu'il fallait que je fasse une présentation devant du monde, etc. Mais je savais que je réussissais tous mes examens. Tu vois, parce que tu l'as expérimenté. Parce que j'ai toujours réussi mes examens. Alors je sais pas pourquoi, j'étais pas la meilleure des élèves. Est-ce qu'on a besoin d'être les meilleurs pour réussir ? Donc je savais que cette fois-ci, j'allais aussi réussir. Mon petit frère, c'est très différent. Il a peur parce qu'il est persuadé qu'il va pas réussir. Donc lui, il arrive aux examens ultra stressé, tu vois, parce qu'il est persuadé qu'il va pas y arriver. Alors que moi, du coup, c'est l'opposé pour le coup. Alors, qu'est-ce qui t'a pensé que du coup... non, je suis pas plus intelligente qu'une autre. Alors, est-ce que ça veut dire que tu travailles pour arriver à ton examen ? J'ai pas le choix. Alors moi, j'ai pas le choix. Mais voilà, mais tu le sais. Mais en soi, tu le sais, du coup. Non, mais c'est clair. Ouais. Tu vois. Ah mais si tu me disais non, mais moi, j'y vais tranquille, j'y vais au talent. Non, moi, voilà. Mais non, donc ça veut dire que quelque part, en fait, tu sais comment tu fonctionnes. C'est qu'à un moment donné, quand tu veux vraiment quelque chose, quand tu veux aller atteindre ton objectif, tu sais que tu as des capacités, peut-être certaines faiblesses ou certains atouts. Et a priori, tu compares tes atouts, en tout cas tes expériences de réussite avec quelque chose que tu as déjà fait. Donc, tu le fais inconsciemment, a priori. Mais c'est souvent comme ça. Enfin, du coup, je fais une double parenthèse, mais souvent, les performeurs comme toi... ouais, t'exagères. Je suis sympa. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est la vérité. Enfin, si. C'est une performance que déjà se mettre en action. Non, mais tu m'aurais dit je fais un 10 km. Un ancien athlète de haut niveau, tu vois. Donc c'est pour ça. Tu vois. Mais moi, je trouve que t'es une performeuse. Pour moi, lui, c'est un performeur parce que voilà, il finissait ses courses en vomissant dans la baignoire de l'hôtel, tu vois. Écoute, tu vois, donc pour toi, être un performeur, ça veut dire qu'il faut vomir à la fin de ses courses ? Ça veut dire que lui, c'était son travail. Tu vois, bien sûr. Il se mettait mal. Une performeuse. Mais moi, et puis, je sais pas. Mais merci, je prends le compliment. Pareil, que c'était les compliments. Oui, ça, par contre, j'y crois beaucoup. Je sais que je vais au bout des choses. Je vais toujours au bout des choses. Maintenant, je me considère pas du tout comme une athlète ou, tu vois, je reste, tu vois, je suis pas une exploratrice. Parce que j'étais une exploratrice, j'aurais pas de guide. Tu vois ce que je veux dire ? J'appelle ça une expédition parce qu'en France, on dit des expéditions, mais mon guide norvégien, il appellerait pas ça une expédition. Parce qu'il y a un guide, parce qu'on n'apporte rien de nouveau, ça a déjà été fait. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, j'entends tout à fait ce que tu veux dire. Et en soi, pour tout un tas de gens, Laetitia, enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde d'avoir la volonté. Je dis même pas forcément la capacité physique de le faire. Alors déjà, la capacité physique, c'est sûr, mais aussi la volonté, l'idée aussi que d'aller faire ce genre d'expédition-là. C'est en ça que tu vois. Puis après, la performance, ça veut dire quoi pour qui ? Enfin, en soi, ça veut pas dire que quand je te parle de performance, c'est pour moi, c'est une performance. Ça veut pas dire que tu as réalisé le truc avec un temps chrono, un record, un truc. Non, ça veut dire que l'expérience, pour toi, et pour tous ceux qui, je pense, vont écouter ce podcast et qui vont te découvrir autrement qu'avec des talents, ils vont forcément se dire waouh, c'est certain. Ouais, pour moi, la performance, c'est faire un résultat en fait, tu vois. Mais là, c'est plus... On pourrait en parler dans un deuxième temps, mais quel lien tu fais entre la performance et le résultat ?
Bon, c'est pas le sujet. Mais en soi, c'est ta perception, en fait. Ouais. Bah, tu vois, on avait une fille dans l'équipe qui était dans la performance. Elle voulait toujours être derrière le guide. Bon, elle est géniale, hein. Mais elle était, complètement omnibulée au début par son travail. Donc, elle n'arrivait pas à lâcher prise et tout ça. Elle était toujours derrière le guide. Elle était collée à lui. Collée à lui, tu vois. Enfin, un truc de malade. Et un jour, elle a complètement lâché. Elle s'est ouverte. Et j'ai même eu peur de devoir partager ma tente avec elle. Parce que je me disais, oh là là, avec elle, tu vois, fallait que tout soit parfait. Fallait pas qu'on touche à son réchaud. Fallait qu'elle le fasse parce qu'il fallait que ce soit parfait. On fait un trou dans la tente, tu sais, pour poser le réchaud, etc. C'est plus confortable et tout ça. Bon, ça prend un peu de temps à faire, mais c'est des corvées, tu vois. Mais il fallait qu'elle le fasse, enfin, etc. Donc je me dis, oh mon Dieu, je vais pas partager ma tente avec elle, ça va être un enfer. La fille, à un moment, elle a lâché prise. J'ai appris à la découvrir. On a pleuré toutes les deux à l'aéroport pour se dire au revoir, tu vois. C'est une femme extraordinaire. Et pourtant, j'avais l'impression qu'elle était dans la performance. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Et tu vois, du coup, ça pourrait nous emmener encore sur un autre sujet. On pourrait développer tellement, mais c'est sur le rapport à l'autre et comment on voit les choses d'une façon qui peut être différente. Parce qu'elle, finalement, sa performance, elle est liée à un résultat scoré. À elle. Ouais. C'était que elle et elle, en fait. C'était rien à voir avec nous. Alors que pour toi, ta performance, c'était de le faire. Mm-hmm. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, ça reste le même mot pour deux résultats qui sont différents et qui ont une valeur propre à chacune, aussi complètement différente. Et pourtant, toi, tu as l'impression d'avoir atteint ton objectif. Oui, complètement. Voilà. Oh bah oui, je suis arrivée entière, j'ai pas été mangée par l'ours. Tu l'as fait, quoi. Tu l'as fait. Ouais. Bon alors, et demain, si on devait se projeter dans 10 ans, dans 15 ans, cette petite Laetitia qui avait 7 ans il y a quelques instants, qui a grandi, qui a traversé toute sa vie avec toutes ces nouvelles ressources que de la détermination finalement, de savoir faire face au changement, d'être adaptable, flexible. Comment elle se voit, cette Laetitia d'aujourd'hui dans 10 ou 20 ans? Alors la petite Laetitia de 7 ans, elle s'imaginait mariée avec des enfants, tu vois, une belle maison, etc. Bah, tout ce que j'ai appris petite, hein, je pensais que c'était le schéma. J'ai grandi comme ça, avec des parents qui sont mariés, qui n'ont jamais divorcé, etc. Et bah, aujourd'hui, je sais que je vais pas me marier. En tout cas, si je continue ma vie avec Mike, je l'espère, on verra. Il veut pas se marier, et puis il a pas tort au final. On est très bien comme ça. On n'aura pas d'enfants, on n'en veut pas. Et aujourd'hui, je l'assume. Et ça, déjà, ça me fait du bien de l'assumer. Parce qu'aujourd'hui, quand on me dit « Mais tu vas être seule !» Bah, et alors, je vais pas faire des enfants pour pas être seule. C'est hyper égoïste, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et nous, on est très heureux comme ça. D'ailleurs, lui, c'est déjà un grand enfant, donc faut s'en occuper. Donc, c'est suffisant. Non, mais voilà, déjà, j'assume. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir des enfants, un mari et une belle maison pour être complète, tu vois. Exactement. Donc voilà, ça déjà je l'ai compris, mais j'essaie toujours d'évoluer, de devenir meilleure. Et voilà, on apprend tous les jours un peu sur soi, je pense. Et justement à travers mes aventures, j'en découvre toujours un peu plus sur moi, tu vois. C'est pour ça aussi, je pense que j'y vais, parce que t'as aussi une satisfaction personnelle quand l'aventure arrive à sa fin, que t'as réussi. T'es satisfaite, donc c'est bon pour l'ego boost. Alors c'est l'ego, on dit c'est hyper négatif, mais c'est gratifiant, je trouve. Ouais. C'est bien pour ta confiance en soi. Moi, j'ai pas la confiance en soi. Moi, j'avais pas une monstre confiance en moi. Hein. Et voilà. Bon. Mais non. Alors, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ont envie d'accomplir des choses et qui se retiennent de le faire? J'ai envie de dire foncer, mais allez voir Cécile. Elle vous aidera. Non, il faut y aller, quoi. C'est tellement dommage. En fait, on n'est rien sur Terre. C'est ce que je me dis à chaque fois. Mais le jour où je vais partir, les gens, ils vont penser à moi, quoi, 1 semaine, 2 semaines. Puis bon, après, on passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les choses, il faut vraiment les faire pour soi. C'est égoïste de dire ça, mais moi, si j'avais écouté les gens autour de moi, j'aurais rien fait, quoi. J'aurais même pas fait Miss France parce qu'à l'époque, mon papa, il avait peur que je réussisse pas. Il m'a dit, mais tu te rends compte, si tu n'y arrives pas, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, nanani. Si je l'avais écouté, j'aurais pas fait, tu vois. Bien sûr. Le podcast touche à sa fin. C'était un grand plaisir pour moi de te recevoir vraiment. Je pense que tu vas en inspirer plus d'un. En tout cas, c'était un vrai plaisir. C'est quoi la suite pour toi, Laetitia? Là, écoute, je vais aussi sortir de ma zone de confort parce que je vais courir le marathon pour tous. Moi qui ai toujours dit jamais je ferai marathon sur de la route et tout ça, mais au final, je me suis lancée. Je vais essayer d'apprendre à aimer courir sur du bitume.
Écoute, Et c'est quand? C'est le 10 août. Ah, le 10 août, c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt. Et voilà, après, j'ai plein d'idées en tête. J'aimerais beaucoup partir avec mon copain. Alors lui, partir, faire une expédition de 33 jours, ça le branche pas, mais il y a aucun souci. Du coup, ce serait plutôt de la montagne. Pourquoi pas retourner au Népal avec lui. J'ai envie qu'il vive parce qu'en fait, c'est hyper dur d'expliquer à ses proches quand on rentre ce qu'on vit, quoi. C'est tellement fort en émotion que j'ai envie de partager ça avec lui. Super. Et voilà, comme ça, lui pourra décoller du sommet en parapente et je redescendrai à pied. Ça me va très bien. Merci Laetitia, à très bientôt. On va suivre tout ça avec grand intérêt. Merci Cécile. Merci d'avoir écouté, visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à m'envoyer un message si vous-même vous souhaitez passer à l'action et lever vos freins. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.